C'est un plaisir de vous retrouver, Madame, Messieurs. Voici les titres de ce journal. Réception d'un laboratoire P2 mobile de marque Imebio par le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, ce mardi. Le point dans ce journal. Le maire Georges Bada a procédé ce mardi également à la remise officielle d'un lot de tricycles au groupement d'intérêt économique chargé de la précollecte des déchets à Bomé-Calavi. Nous en parlerons. Coupe du Monde 2018, que pensent les supporters de la performance et ou de la contre-performance des équipes africaines? Élément de réponse dans ce journal. Voilà pour le sommaire, Madame, Messieurs. Bienvenue à toutes et à tous. Le ministre de la Santé, Benjamin Hunkpati, a réceptionné ce mardi 26 juin au port autonome de Cotonou un laboratoire P2 mobile de marque Imebio. À quoi servira ce laboratoire mobile? Plus de détails dans ce reportage que nous proposent Fréjus Serlan et Fiacre Voiton. Le Bénin dispose désormais d'un laboratoire P2 mobile marque Imebio. L'acquisition de ce matériel sanitaire a été possible grâce à la mobilisation des ressources auprès du Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme sur la subvention BEN-SPRPSS. À la manette de cette mobilisation, le Conseil national de lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les IST et les épidémies apprend un plaidoyer du chef de l'État à ce sujet. Ce 26 juin, le ministre de la Santé a réceptionné ce joyau dont il explique l'importance. Comme vous le savez si bien, ces dernières années, nous avons eu à faire face à des épidémies de fièvre hémorragique. Et si vous vous rappelez très bien, lorsque ces épidémies surviennent, il faut un certain temps avant d'avoir la réponse par rapport à la confirmation de l'épidémie ou pas. Parce qu'il faut envoyer les prélèvements ailleurs. Nous envoyons ça souvent au Nigeria ou même parfois à l'extérieur de l'Afrique pour avoir la confirmation. Alors, ce laboratoire, non seulement désormais, va nous permettre d'avoir la confirmation par rapport à ces épidémies, mais également l'avantage certain, c'est un laboratoire mobile. Donc, on peut se déplacer avec ça et aller au cœur des foyers d'épidémie. Cela va limiter la propagation, évidemment, parce que chaque fois qu'on prend des prélèvements qu'on va faire circuler, même si c'est dans des récipients plus ou moins sécurisés, il y a toujours un risque. Mais là, avec ce laboratoire, non seulement nous sommes au cœur des foyers d'épidémie, mais également c'est un laboratoire qui offre une très haute sécurité par rapport à la manipulation. Donc évidemment par rapport à la protection du personnel qui est chargé de manipuler ces prélèvements. Le laboratoire P2 mobile sera également utile sur le plan de la recherche. C'est un laboratoire qui va offrir de belles perspectives en termes de recherche-action, aussi bien pour les différentes pathologies récurrentes que nous connaissons, mais également par rapport à ces épidémies que nous traversons. Donc il y a de grosses potentialités de recherche qui sont offertes par ce laboratoire mobile. Il sera équipé dans les jours à venir des appareils réactifs et installés par le fabricant qui procédera aussi à la formation des personnes censées le manipuler. Ce laboratoire P2 mobile Imebio, doté entre autres d'un groupe électrogène SDMO tropicalisé, d'un microscope à LED objectif plan infini, d'automates hématologie et de centrifugeuses avec nacelle, coûterait environ 500 millions de francs CFA. Le Bénin compte se doter dans les mois à venir d'un autre laboratoire mobile, mais cette fois-ci P3 qui est plus performant. Dans la commune d'Abomey-Calavi, le maire Georges Bada et son conseil communal ont procédé à la remise officielle de 36 tricycles au groupement d'intérêt économique chargé de la précollecte des déchets afin de leur permettre d'assurer pleinement leur mission. La cérémonie s'est déroulée ce mardi à la résidence du maire à Calavi-Pota. Je vous invite à suivre les propos de Georges Bada à cette occasion au micro de Laurent Roland-Tonné-Ikes et Fréjus Fiossi. Dans une ville à forte croissance démographique comme Abomey-Calavi, la population journalière fait des déchets qu'on peut estimer à près de 350 tonnes. Avec ce chiffre, il est nécessaire de mettre un accent particulier
sur la réorganisation des différents maillons de la filière de gestion des déchets, c'est-à-dire la précollecte, la collecte, le transport et la mise en décharge. Je voudrais rappeler que la présente cérémonie consacrée à la remise officielle des tricycles au GIE de la précollecte des déchets solides ménagers intervient certes après plusieurs mois de travail d'une équipe composée des cadres des services techniques de la mairie et du collectif des PME de la commune d'Abomey-Calavi, avec l'appui du projet PUGEMU qui a permis d'anticiper sur la réorganisation de la précollecte, maillon le plus important, à travers la prise d'un certain nombre d'arrêtés communaux, le renforcement des capacités des ONG de précollecte, l'élaboration et la mise en œuvre d'un nouveau plan de zonage. Les services techniques de la mairie passeront régulièrement pour apprécier au niveau de chaque GIE l'état de ses matériels. On reste dans la commune d'Abomey-Calavi où le ministre de l'Énergie, Jean-Claude Oussou, était en visite ce vendredi et plus précisément à la mairie de la dite commune. Il a été reçu par le maire Georges Bada et son conseil communal. Les deux autorités ont abordé des questions liées à l'électrification de certaines zones de la commune, en l'occurrence le tronçon échangeur Godomé à Kassato. Suivons un extrait des propos du ministre à la fin de sa rencontre. J'ai demandé donc à faire une visite ce matin pour aller au niveau de la direction régionale, regarder un peu les préoccupations de la gestion clientèle, qui est une préoccupation gouvernementale, puisque je représente ici le gouvernement. Et cette visite ne peut pas se faire sans d'abord passer par le maître ou les maîtres de terre, le maître de terre. Donc c'est pour ça que je suis parmi vous, pour apporter donc les salutations les plus chaleureuses du ministère, mais surtout du gouvernement, pour vous dire combien le travail que nous faisons, notamment dans le secteur de l'énergie électrique, vise à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens de manière générale et particulièrement à Abomey-Calavi qui a un rôle particulier à jouer dans ce secteur. On peut déplorer que des grands projets routiers de ce type n'ont pas pu prendre en compte cette considération par le passé. C'est bien dommage, parce que c'était le moment pour le faire. Mais évidemment, on a lancé, grâce à la volonté du gouvernement, une expérimentation à Cotonou. J'ai le directeur le directeur commercial qui est là, le secrétaire général, le directeur régional de la SBE, et j'en passe, qui pourront voir avec les autorités communales, en fait, qui ont en charge le secteur, quelles sont les possibilités de coopération qu'il peut avoir. Du côté de l'hémicycle, après la décision de la Cour constitutionnelle présidée par le professeur Joseph Djokbenou sur le mandat des membres du COSLEPI qui devrait expressément s'achever le 30 juin prochain, les députés se sont retrouvés ce lundi au Palais des gouverneurs à Porto-Novo et ont procédé à la désignation de leurs représentants devant siéger au nouveau COS et au CCA. Voici le point du déroulement de la dite séance avec Amen Didier Rumpenoudi et Romaric Devouchi. Oui. C'est par 37 voix pour, 0 contre, 0 abstention que les députés ont procédé ce lundi à la désignation de leurs représentants devant siéger au Conseil d'orientation de supervision de la LEPI, conformément à la décision DCC 18-124 du 21 juin 2018 relative à la désignation des membres de l'Assemblée nationale devant siéger au Conseil d'orientation de supervision et à la Commission communale d'actualisation CCA.
CCA. Ainsi, après le vote des députés pour une procédure d'urgence, la commission des lois s'est réunie et a présenté son rapport oral sur la clé de répartition pour cette désignation. Au terme de l'article 220 de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 portant fraude électorale, le Conseil d'orientation et de supervision est composé de 11 membres désignés comme suit. 5 députés par la majorité parlementaire, 4 députés par l'opposition parlementaire, le directeur général de l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, le directeur du service national en charge de l'État civil. À la date de ce jour, l'Assemblée nationale se compose de 8 groupes parlementaires et de 5 non-inscrits. Le présent rapport s'articule autour des points ci-après. 1. Proposition de répartition des représentants de l'Assemblée nationale députés au sein du Conseil d'orientation et de supervision de la COS-LEPI. 2. Proposition de répartition des représentants de l'Assemblée nationale au sein de la Commission communale d'actualisation CCA. 3. Modalité de désignation. Le président de l'Assemblée nationale a reçu la liste de ses représentants qui ne sont autres que ceux désignés il y a quelques mois. Le processus de vote a été enclenché et a validé ces représentants comme ceux désignés par le Parlement béninois à compter du 1er juillet prochain pour un mandat de 6 mois. Donc sont élus pour siéger au sein du comité d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée à partir du 1er juillet 2018, les députés suivants: Agonkan Gildas, Kate Sabaï, Padonou Corneille, Chobo Valère, Yapodéou Janvier, Adjovi Justin, Akhosi Komlan Léon, Dafia Wassagari Abiba et Mitope Guy. Merci. Ce vote de la plénière sera communiqué ce soir même à la Cour constitutionnelle et ainsi l'Assemblée nationale aura fini de jouer sa partition. Avec cette désignation, l'Assemblée nationale vient de se conformer à la décision de la Cour constitutionnelle DCC 18-124 du 21 juin dernier qui a remis les pendules à l'heure sur le mandat des membres du COS-LEPI. Il faut donc dire que juste après cette désignation des honorables qui devront siéger au COS-LEPI et au CCA, le groupe des députés soutenant les actions du chef de l'État, le bloc de la majorité parlementaire, a animé un point de presse pour apporter quelques clarifications. Suivant le compte rendu, toujours avec Amel Didier, Rompenoudi et Romaric de Vauchy. Les responsables du bloc de la majorité parlementaire, juste après la désignation des représentants de l'Assemblée nationale devant siéger au Conseil d'orientation de supervision de la LEPI, à travers leur point de presse, estiment qu'il était nécessaire de remettre les choses en ordre. Et c'est ce qui justifie cette désignation des représentants au COS-LEPI. Cette décision de la Cour constitutionnelle a suscité, et nous pouvons comprendre, au minimum des interrogations, sinon une méfiance et de vives et violentes critiques, des déclarations de va-t-en-guerre pour estimer que la démocratie béninoise était en danger. Par le vote de ce jour, une fois encore, nous sommes persuadés, et les 60 députés du bloc de la majorité parlementaire sont convaincus que ce gouvernement et cette majorité parlementaire travaillent pour la consolidation de la paix, pour la consolidation de la démocratie et surtout pour qu'enfin cette démocratie béninoise puisse nourrir les Béninois. Le bloc de la majorité parlementaire privilégie le consensus et se rapproche de la minorité pour préserver la paix, expliquent les responsables du bloc de la majorité parlementaire. L'article 220 de la loi 2013-06 du 25 novembre 2013 dit, entre autres, les députés sont désignés chaque année pendant la période de mise à jour, à savoir du 1er juillet au 31 janvier. C'est très précis dans le code électoral. Je pense que la Cour a restitué
et nous a recentrés dans le respect du code électoral. Ce qui s'est passé montre à aisance qu'il n'y a aucun complot. Nul n'est au-dessus de la loi. Qu'il soit président de la République, qu'il soit député, qu'il soit ministre ou un citoyen ordinaire, personne n'est au-dessus de la loi. Nous devons respecter la loi. Aujourd'hui, vous avez vu avec nous, nous avons mis en place le COS. Maintenant, le 1er juillet, le COS va véritablement commencer par travailler et va prendre sa période du 1er juillet au 31 janvier pour mettre en place, corriger et épurer la liste que nous allons utiliser pour aller aux élections de 2019. Pour le BMP, le peuple béninois ira très prochainement aux élections avec la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. La LEPI finit son cycle en 2021 et le BMP est respectueux de cette dynamique-là. Nous irons aux élections législatives avec la LEPI. Nous n'avions aucune volonté de tronquer les choses pour gagner. Si nous gagnons, nous gagnerons avec clarté. Si nous perdrons avec clarté aussi. Et voilà qui vient rassurer les Béninois que les élections à venir se feront dans la plus grande transparence. C'est alors que les nouveaux membres du COS l'EPI, qui ne sont rien d'autre que ceux désignés il y a quelques semaines, prêteront serment ce vendredi à la Cour constitutionnelle. Environ 600 000 tonnes, nous sommes dans un autre registre, c'est le nouveau record des acteurs du coton pour la campagne cotonnière 2017-2018. Un résultat satisfaisant présenté à Cotonou aux partenaires techniques et financiers. Suivez le compte rendu. 597 985 tonnes, c'est le record de la campagne cotonnière au titre de la saison 2017-2018. Pour présenter ce résultat encourageant, les acteurs du secteur cotonnier étaient face aux partenaires techniques et financiers. Le président de l'AIC, Association interprofessionnelle du coton, plante le décor. Cela paraît un miracle, mais c'est avec le même Bénin, avec les mêmes hommes. Nous n'avons pas augmenté la superficie du Bénin. Nous n'avons pas changé la tête des Béninois, c'est avec les mêmes têtes que nous avons appris à travailler, mais travailler autrement. À sa suite, le directeur des opérations et le directeur technique de l'AIC présentent dans un style comparatif avec les années antérieures à 2016 les prouesses faites cette année sans subvention de l'État. Il ressort que de 306 000 hectares emblavés en 2015-2016, la superficie totale emblavée pour la saison 2017-2018 est de 530 145 hectares et un coton de second choix de très faible quantité, soit 1452 tonnes, 0,24% des 597 985 tonnes. Le résultat obtenu pour cette campagne a impacté toutes les couches qui interviennent dans la chaîne cotonnière. Ainsi, il résulte que les transporteurs ont été payés à plus de 47 milliards, les taxes payées à l'État s'élèvent à environ 12 milliards et les autres intervenants ont bénéficié de plus de 9 milliards, sans oublier les producteurs qui ont bénéficié du gros lot. La campagne est effectivement passée de bon train jusqu'à son résultat positif. Les 597 900 et quelques tonnes achetées ont été intégralement payées aux producteurs. Personne ne doit à l'autre. Pour la campagne 2018-2019, les différents acteurs s'engagent à battre le record de cette année en allant jusqu'à environ 600 000 hectares de superficie à emblaver avec un fort engagement du directeur de la SODECO. Je dirais simplement que les producteurs de coton et de vivriers peuvent compter sur la SODECO, sur sa disponibilité à mettre à leur disposition des intrants de qualité. Tout se passera comme prévu. Pour preuve, la SODECO a déjà anticipé en procédant à la commande d'intrants complémentaires. Vu l'engouement que les producteurs développent, ils auront tout d'ici le 2 juillet, j'aurai fini avec les bateaux. Avant 2016, le rendement par hectare était de 877 kg. En 2016-2017, il est passé à 1 tonne 77. Et pour 2017-2018, la moyenne est proche de 1 tonne 200 à l'hectare. Le ministre de l'Agriculture, Gaston Dessouilly, vise grand et pour ce faire, il reste optimiste. Au 20 juin, nous sommes déjà à plus de 300 000 hectares. Il y a eu pluie il y a 2 jours. Il y a encore eu fort pluie dans toute la Liborie hier. La décade du 20 au 30 sera une décade productive. Dans tous les cas, le record de cette année sera battu. Les indicateurs sont là. Simple.
face aux inquiétudes des partenaires techniques et financiers par rapport à la préservation des sols, les acteurs du coton béninois ont également promis produire en respectant les normes et faire les choses de façon écologique. Quant aux taxes dégagées sur le profit généré par le coton, il y a une taxe de développement local que prélève la commune à raison de 2 francs par kilo, ce qui fait bénéficier à la commune de Banikwara 280 millions de francs CFA pour 142 000 tonnes de coton produit. Dans quelques jours, démarrera les examens de fin d'année au Bénin. Pendant ce temps, une situation préoccupe les candidats, parents d'élèves et enseignants. C'est bien l'inondation et l'état insalubre dans lesquels végètent certains centres de composition dans la commune de Sémékodi. On constate déjà des retenues d'eau dans certaines écoles. Laurent Roland-Tonné-Ikes a fait le constat. Suivez son compte-rendu. Cours d'école inondés et remplis d'herbe. C'est le constat désolant fait ce lundi 25 juin 2018 à l'école primaire publique de Sekandji 2 dans le village d'Alamandossi, commune de Sémékodi, ce qui expose apprenants et enseignants aux maladies hydriques et aux reptiles. Vous savez, toutes les années l'école est inondée. L'association des parents d'élèves cette année a vraiment pris des dispositions pour empêcher que la cour de l'école soit inondée. Mais vu la nature, la pluie, cela nous a dépassé. Vous pouvez déjà constater qu'à l'intérieur de la cour de récréation même, que c'est rempli d'eau. Non seulement d'eau, mais d'herbe également. Une situation qui rend du coup difficile l'accessibilité aux salles de classe. L'association des parents d'élèves a dû positionner des pneus servant de support pour le passage des instituteurs et des écoliers. Cette école est retenue pour être un centre de composition du certificat d'études primaires CEP qui démarre le 2 juillet prochain. Et pour preuve, les enfants sont en pleine composition du CEP blanc. Cette situation d'inondation peut s'empirer en cas de nouvelles pluies. Parents d'élèves, instituteurs et candidats appellent à l'aide. Oui, il peut nous aider, il peut amener les sables pour remplir les lots là et on va nettoyer notre école et ça va être propre. On va faire le clôture. C'est le moment d'ailleurs de demander aux bonnes volontés de nous aider à faire la clôture de l'école. Parce que si nous faisons la clôture, ça va empêcher les autres qui sortent des vents de siéger au sein de l'école. Parce que comme l'école est ouverte, toutes les voies d'accès également permettent à l'eau de couler vers l'école, ce qui est véritablement une difficulté pour l'association des parents d'élèves. Ici au CEG-Ekpé, c'est l'accès au collège qui est des plus difficiles avec des eaux stagnantes par endroits. Vendeuses et riverains s'en désolent. C'est tout un calvaire pour les riverains qui prennent par ici. Aussi un calvaire pour les enseignants et élèves avant d'accéder sur ce collège. Je ne sais pas ce que nos autorités en pensent. Or, il y a aussi, puisque lorsqu'on parle de la voie, la mairie est là, elle ne peut pas nous dire qu'elle n'est pas au courant depuis fort longtemps. Aussi les autorités, la direction des examens et concours, nous l'avions sonné à travers les radios sonores pour qu'ils puissent faire une descente pour constater avant le jour réellement des examens. Nous sommes à moins de 2 semaines de composition du BEPC et une nouvelle pluie pouvait aggraver cette situation. Si les autorités peuvent venir ou des personnes ressources, si nous parlons, si nous citons toujours, si nous disons les autorités, si des personnes de bonne volonté, personnes ressources de bonne volonté ou des ONG peuvent venir voler au secours de ces apprenants et des riverains pour changer l'aspect de cet endroit-là, de la devanture du CG1 d'Ekpé. Franchement, je crois que nous leur serons reconnaissants. Le chef service technique de la mairie de Sémékodi, joint au téléphone, n'a pas souhaité nous rencontrer. Il nous a simplement demandé de saisir le maire Charlemagne Renfort par écrit qui pourra l'autoriser à se prêter à nos questions. De toute façon, nous espérons que ces problèmes seront résolus avant les différentes dates des examens pour le bonheur des candidats, enseignants et parents d'élèves. Avant de clôturer ce journal, parlons de la Coupe du Monde, un moment où les férus du football ont leurs yeux rivés sur les postes téléviseurs. L'Afrique, avec ses 5 représentants, à savoir le Sénégal, le Nigeria, le Maroc, l'Égypte et la Tunisie, ont agréablement surpris ou déçus. Et certains supporters béninois se sont prononcés sur leur performance ou leur contre-performance. Suivez leurs propos. Au début, on a remarqué que les équipes africaines n'étaient pas vraiment confiantes à l'entame de la compétition, ce qui a fait qu'ils n'ont pas montré de quoi ils étaient vraiment capables. Mais quand ils ont remarqué que c'était la sortie, on a vu que presque toutes les équipes ont donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est-à-dire le Maroc, l'Égypte et récemment le Nigeria a donné le meilleur d'eux-mêmes. Mais en général, on peut conclure que les équipes africaines ont du potentiel, c'est-à-dire peuvent encore fournir
montrer de quoi ils sont capables, si c'était vraiment préparé dès le début de la compétition. C'est-à-dire, ils ont de quoi faire valoir leur capacité. Seulement, il leur manque un peu de confiance, à mon avis, parce que prendre des buts à la dernière minute, c'est le péché de l'Africain, quoi. Quand on voit qu'on mène, on se revient derrière, on ne veut plus fournir l'effort. On n'attend pas le coup du sifflet final pour pouvoir conclure le match. Donc c'est ça le péché mignon de l'Africain. En général, eux tous ont bien joué. On compte sur le Sénégal qui va faire au moins l'honneur à l'Afrique en gagnant ce match. Les équipes africaines, en fait, les équipes ont fait des efforts, ils ont bien joué. Mais sincèrement, par rapport aux Européens et les autres, les Américains, en tout cas toutes les équipes qui sont dans la compétition, ça montre vraiment que l'Afrique est un peu en dessous. Et le Nigeria a très bien joué face à l'Argentine. Nous savons bien que l'Argentine est une très grande équipe qui a de l'expérience dans la compétition. Mais vers les dernières minutes, on a remarqué que le Nigeria a lâché. On peut expliquer ça par un manque d'expérience. Donc les fois prochaines, je ne sais pas si c'est un manque d'organisation ou c'est au niveau des joueurs. Les autres se prennent plus au sérieux, mais en ce moment, nous, notre travail est en train de reculer. On voit qu'il y a un écart, de niveau. Le travail, il y a une organisation. Attendez, le football, c'est une organisation. Et s'il n'y a pas une bonne organisation autour de la chose, et qu'on doit toujours improviser, ça doit toujours être à ce niveau. Ce qui est le résultat que nous avions aujourd'hui. Les équipes africaines sont en arrière. Parce que quand vous voyez les équipes africaines jouer face à ces équipes, vous voyez l'écart qu'il y a entre ces équipes-là. Et ce n'est pas impossible que l'Afrique aussi puisse jouer comme ces équipes. Désormais, il faut qu'on prenne vraiment conscience que voilà, ce n'est que par l'organisation qu'on peut vraiment avoir des résultats. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes et à très vite.